Merci à tout le monde d'être présent. Je vais donc tout de suite partager l'écran avec la présentation que je vais vous faire, qui normalement devrait prendre une vingtaine de minutes. Je l'ai intitulé l'effet papillon parce que pour moi, l'action communautaire, ça représente un acteur, mais on sera tous d'accord que ce n'est pas le gouvernement du Québec ni du Canada, c'est pas la multinationale Google, c'est un acteur qui est somme toute petit, qui a l'effet, qui a la taille, si on veut, d'un papillon dans le grand système, mais qui pourrait changer les choses si effectivement on se fie à la physique et à la théorie du chaos, où même les petits événements peuvent avoir des effets grandioses. Alors, la présentation reprend les éléments qui ont été indiqués autour de la journée. Donc, dans la perspective de transformation sociale, c'est un petit peu les forces, les limites, les contraintes, les défis de l'action communautaire, vu largement là, toutes les formes d'action communautaire. Et je commence rapidement par un tout petit rappel historique. 1960, c'est une espèce de petite rupture parce qu'avant, on était dans un régime qui était plus providentiel, Église catholique, et là, on passe à un régime providentiel lentement, là, qui est autour du gouvernement provincial avec l'appui du fédéral. Donc, on observe dans une vingtaine d'années à la fois une mobilisation forte de la population autour de ce qu'on a appelé le mouvement populaire, donc il y avait une participation citoyenne, et dans les années 70, un petit tassement du citoyen, citoyenne pour des professionnels, professionnels qui ont pris les guides, si on veut, du mouvement populaire qui devient mouvement communautaire. On a toujours une présence de l'action populaire, mais il faut dire que maintenant, c'est une composante qui est plus, on pourrait dire, marginale. Dans le bas de l'acétate, vous avez sur une quarantaine d'années l'évolution qui s'est faite toujours autour de cette professionnalisation, mais en lien avec l'État de façon beaucoup plus forte, concise, avec des partenariats, une consolidation des partenariats avec une politique de reconnaissance de l'action communautaire autonome et aussi l'apparition de nouveaux acteurs qui se structurent, comme par exemple l'économie sociale, et évidemment des hauts et des bas dans les relations avec l'État, comme l'a marqué la période 2010 autour de l'austérité et évidemment la réaction qui s'est faite de la part du mouvement communautaire. Actuellement, on est dans une phase un peu particulière avec la COVID-19 que j'appelle lune de miel parce que là, on redécouvre l'importance du communautaire, on alloue des fonds, on a comme si on veut une oreille très attentive par rapport à ce secteur, bien que ça puisse être une oreille attentive de crise. Donc, au lendemain de la crise, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il va se passer. Alors donc, dans cette grande évolution, bien, on a eu des mouvements de haut et de force, là, de bas et de haut niveau de capacité d'intervention. Donc, au niveau de l'innovation, parce que c'est un thème que vous avez retenu, qui est important, on pouvait observer au tout début une action très, très forte au niveau innovant, bien qu'à l'époque, on n'utilisait pas le concept et on n'était pas du tout dans ce type de réflexion, mais qu'après coup, en analysant, on voyait qu'il y a eu des débordements très, très forts, des actions de transformation très intéressantes, 60-70, et dans les années 80, bien là, à travers la participation avec l'État, le niveau d'innovation a été renforcé, mais aussi il a commencé à être muselé et l'innovation a plus glissé vers ce que j'appelle l'isomorphisme, c'est-à-dire l'adaptation à des modalités de gestion qui nous venaient en partie du milieu des affaires. Toujours dans ces grands mouvements historiques, il y a eu une professionnalisation qui a été réalisée, qui est maintenant très établie, ce qui fait que le secteur communautaire, c'est un secteur qui est très fort en capital culturel. On a des personnes qui sont diplômées universitaires, bac, maîtrise, doctorat. Et donc, on a une capacité au niveau des ressources qui est très, très bien établie. Au niveau de la gouvernance, on est passé d'une gouvernance forte citoyenne à une gouvernance forte gestionnaire. On va chercher des gens qui ont des expertises pour être sur les conseils d'administration. On a un petit peu évacué la dimension participation des principaux concernés à l'intérieur des modalités démocratiques. Conditions de travail, malheureusement, il y a une espèce de continuité où on est toujours dans la précarité, bien qu'on ait eu des avancées intéressantes en termes de régime de retraite, en termes de temps de travail, etc. Et on a aussi une situation que j'appelle segmentée avec des secteurs, des organisations qui performent mieux que d'autres autour des conditions qu'on retrouve dans le secteur communautaire.
Monsieur Fontan, est-ce que je peux me permettre de vous demander peut-être de partager l'écran au complet? Peut-être en bas, juste en bas de votre... Oui, vous y êtes? ce serait plus facile comme ça. Ouais, je crois que pour les participants, ce serait plus agréable. Merci beaucoup. Excellent. Ben, je vous en prie, ce n'est pas un souci. Donc, au niveau des avancées, ben, vous connaissez bien les chiffres. C'est quand même important, impressionnant. C'est un secteur qui se démarque des autres secteurs. 8 000 organisations, donc 50% autour de l'action communautaire autonome. Il y a des frontières qui sont poreuses avec l'économie sociale. Frontières poreuses et parfois collaboration forte et faible, des fois méfiance. Il y a un financement public quand même relativement important qui se fait autour du gouvernement provincial, mais aussi d'autres paliers de gouvernement. Et au niveau du PIB, ben, ça dépend des chiffres, ça dépend de la façon de compter. On y va un peu dans la moyenne. Là, il y a le niveau faible autour de 1,2 milliard, le niveau fort autour de 3 milliards. Bon, j'ai mis 2 milliards, mais c'est pas un enjeu ici. Et quand même 60 000 emplois dans l'ensemble du secteur, 200 métiers, donc ce n'est pas rien. Et c'est 3,5 de l'emploi total donc, au niveau du Québec. En termes de stratégie d'intervention, on a deux familles qui ont été repérées par beaucoup de chercheurs qui travaillent sur l'action communautaire. Donc, un volet qui est plus dans l'autonomisme, donc l'affirmation de la volonté d'être un secteur particulier, une alternative dans la construction d'un projet de société autour de missions qui sont très fortes, très originales, et l'autodétermination des pratiques. Donc, c'est nous qui sommes maîtres d'œuvre, on pourrait dire, versus une approche qui est complémentariste, donc qui est une réponse aux besoins, opportunités qui viennent des manques du secteur public ou du délestement qui vient du secteur public, avec des ententes de travail, comme par exemple le collectif des entreprises d'insertion avec une entente forte et d'autres secteurs qui ont été dans dans le même sillon, dans la même vague. Les auteurs s'entendent aussi pour dire que ce ne sont pas comment dirais-je, des stratégies séparées, îlots. On navigue souvent entre les deux avec de l'aspiration autonome, mais aussi en travaillant dans la complémentarité avec les services publics. Donc, on est dans une sorte de ce que j'appelle coopération conflictuelle avec l'État. Toujours dans le portrait contraintes et opportunités, on a une histoire qui est fondée sur des réponses plurielles à différents types d'injustices et d'urgences. Là, par exemple, avec la COVID, on a une urgence particulière, mais qui va puiser dans l'histoire des réponses qu'on a déjà apportées. On est aussi dans les besoins et dans les aspirations. Ça, c'est un domaine qui est extrêmement important à rappeler. Et les innovations fortes des années 60-70 étaient beaucoup centrées sur les aspirations. Maintenant, c'est toujours présent, mais un peu atténué. Les réponses sont innovantes et bousculantes par rapport au système. Donc, il y a une volonté de transformation depuis les tout débuts, mais c'est muselé, c'est-à-dire avec une faible capacité réelle de transformer le système. On demeure dans le supplément, on demeure dans l'aide et on est très peu dans la construction de cette alternative qu'on aimerait bien voir pour que les injustices disparaissent. Il y a une intégration fonctionnelle au niveau public, mais aussi une capacité de développer de l'autofinancement qui a été renforcée dans les dernières années. Donc, il y a une dépendance, certes, au niveau des pouvoirs publics, mais on est capable aussi de se greffer des capacités de produire à travers la vente de services, mais aussi en allant chercher des dons, des investissements sociaux, soit au niveau de la population, soit au niveau de fondations. Mais ça reste marginal. Hein, le gros 50, 60, 70 des argents viennent toujours de l'État. Et on a des actifs immobilisés. Ce point-là, il est extrêmement important pour moi et qui est très, très peu mis en valeur. C'est-à-dire qu'on détient des capitaux immobilisés dans du mobilier, dans des terrains, évidemment dans des équipements. On a des capacités d'innovation qui ont très peu été développées au niveau des franchises, au niveau des brevets. Et là, j'emploie des termes un peu plus de l'économie libérale en rajoutant le terme communaux, c'est-à-dire des éléments qui ne relèveraient pas de la propriété privée, mais qui permettraient la construction d'un capital collectif à l'échelle du Québec. Je me plais toujours à dire, si on prend la carte du Québec et qu'on regarde ce qui relève de l'État, on met une couleur, tout ce qui est propriété
côté relève de l'État, on prend ce qui relève du marché et tout à coup, avec une couleur différente, et le reste, on le laisse sans couleur. Bien, ce sans couleur, c'est ce qui est propriété détenue collectivement par le secteur de l'action communautaire, le secteur coopératif, le secteur progressiste. Et ça, c'est un actif que l'on pourrait mobiliser dans l'avenir. Maintenant, cet avenir, il est composé de quoi? Ben, j'ai essayé de faire une synthèse simple autour de 4 grandes questions, 4 grands enjeux que d'ailleurs la COVID met en lumière. Un premier, c'est la question de la pauvreté avec tous les rapports inégalitaires et ça fait appel au solidarisme. Le deuxième, l'écologie qui malheureusement est très malmenée pendant la COVID, donc le rapport à la nature et évidemment une approche plus écologiste. Le troisième, l'altérité en lien et non avec la COVID, on l'a vu aux États-Unis, donc tout le rapport à la différence, le racisme, le colonialisme, le sexisme, etc. Et le quatrième enjeu, qui est peu abordé, mais qui m'apparaît central, c'est le réenchantement éthique, c'est-à-dire de se redonner un sens, de se redonner autour de projets collectifs un sens que Juan Musquin et moi avons appelé l'ère de l'éveil, ou que d'autres appellent le gaïaïsme, donc qui est une espèce de tentative de redonner du sens à notre action collective. Les limites évidentes du réformisme ambiant, bien, il y a deux voies qui sont présentes, hein, le néolibéralisme avec son hypercapitalisme. Il y en a qui ne pensent qu'à conquérir Mars, Jupiter, Saturne, etc. Donc, on est tourné vers les étoiles avec plus de production, plus de machines et plus de technologie. Et le reste, bien, c'est des effets secondaires qui doivent être là pour permettre cette avancée hypercapitalistique versus une social-démocratie, la troisième fois qu'on a tenté à travers différents types de modèles, dont fortement expérimenté dans les modèles québécois. Ce qu'on voit, c'est les limites de ces deux voies-là et un nécessaire dépassement qui prend plusieurs voies. Il y a plusieurs appels. Là, les couleurs sont en mauve parce que si on pesait dessus, on irait directement sur les sites qui sont concernés. Donc, de la décroissance, une voie séduisante. La convivialité au travers 5 grands principes qui ont été mis de l'avant, comme une naturalité, humanité, une légitimité, une opposition créatrice. Et le manifeste de l'éveil, c'est un lien qui vous permet de voir un petit peu comment est-ce qu'on a conçu cette vision de se donner un langage commun, un grand récit, un horizon commun pour pouvoir travailler dans le dépassement. Toujours au niveau des constats, ce qu'on observe malheureusement, c'est que depuis facilement 2 millénaires, la question de la pauvreté est présente. Hein. Regardez simplement la charité chrétienne. Ça n'a pas été pensé parce qu'on voulait faire innovation amusante d'art pour l'art. Non, c'était parce qu'il y avait un besoin fondamental en termes d'inégalitarisme social à ces époques lointaines. Mais depuis 2000 ans, quelles ont été réellement les avancées? Certainement au niveau des pays du Nord, mais on est une minorité. L'ensemble de la planète vit dans la pauvreté. Et maintenant, la pauvreté gagne de plus en plus les pays du Nord. Deuxième grande tendance historique, là, depuis longtemps, mais contrairement à tout ce qui touchait la pauvreté, là, on est dans une incompatibilité historique, c'est-à-dire que plus les déraillements vont se faire, par exemple, au niveau du climat, au niveau des pollutions, plus ça va être nocif, subversif pour le modèle capitalistique. Si on combine les deux, bien, on a une force de frappe intéressante autour de ces deux grands enjeux qui nous permettrait, si on veut, de convaincre d'autres groupes sociaux à entrer dans des actions transformatrices. Et c'est un peu ce que représente ce schéma, qui est un schéma de gestion ce qu'on appelle de management, encore là un terme qui vient de l'économie libérale, de management de la transition sociale et écologique, ou ce qui est un peu dans le bas, qui est cette multitude de petites flèches qui montent, c'est la contamination subversive qui peut venir de différents mouvements sociaux, de l'économie sociale et solidaire, qui peut venir de l'action communautaire autonome, pour pouvoir amener, insuffler des changements à l'intérieur du système. Alors donc, il s'agit de travailler dans ce que j'appelle une approche ambidextre. D'une part, on doit toujours répondre à l'urgence. Hein. Les gens qui sont dans le besoin, bien, on ne peut pas les abandonner parce qu'on veut faire théoriquement une révolution et changer de système. Et il faut être capable de travailler aussi dans cette avenue alternative de transformation. Et pour cela, bien, il y a des impératifs. Et un des impératifs, c'est l'État. On travaille avec l'État depuis très longtemps et on est constamment muselé parce que c'est un État du 19e siècle qui est hiérarchique,
qui est dans la norme, qui est dans la non-possibilité d'avoir des responsabilités qui sont données aux fonctionnaires avec lesquels on travaille au jour le jour, parce qu'ils ont les mains liées, parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir une marge de manœuvre et des programmes souples qui vont s'adapter aux situations. Alors donc, ça, on a besoin de travailler avec d'autres acteurs pour faire une révolution managériale au niveau de l'État. Au niveau de la société civile, sa composante progressiste, elle est à regrouper autour d'un projet de société et l'action communautaire peut être un acteur intéressant, important pour aller dans cette direction. Donc, cette approche ambidextre de répondre à l'urgence et de contribuer à l'expérimentation d'une alternative sociale. Et en situation particulière de COVID, bien, on a une démonstration que la reconnaissance, elle peut être là quand les besoins sont compris un petit peu par l'urgence au niveau du gouvernement. Mais il y a un détournement du focus avec l'aggravation de l'urgence. On est complètement canalisé sur la réponse à l'urgence. Et c'est une adaptation qui est énergivore et qui nous entraîne un épuisement des ressources. Donc, il faut être capable, malgré tout, de pouvoir se dire, oui, il y a 80 de l'urgence qui doit aller sur les besoins essentiels au niveau de la population, mais il y a toujours un 20 de travail en collaboration forte avec les acteurs pour pouvoir travailler ce lendemain de la pandémie et cette construction qui est à faire autour des grandes inégalités sociales et autour de la protection de l'environnement. Et ce travail peut se faire de concertation conjointement avec d'autres acteurs. Il y a un front commun, il y a un front commun État social à avoir, un petit peu du niveau de ce qui a été fait dans les années 30, donc une espèce de bouillonnement à régénérer avec l'ensemble des acteurs sociaux. Et à cette époque-là, l'Église avait joué ce rôle un petit peu d'unificateur, de rassembleur, d'unificateur autour d'un projet. Eh bien, on a à travailler au niveau de l'action communautaire et de l'économie sociale autour d'être, avec les syndicats, d'être, si on veut, les meneurs d'ordre autour de ce nouvel appel, ces États généraux à construire. Je cherchais le terme depuis 2 secondes. Donc, les fameux États généraux des années 30. Alors donc, l'autre composante, si on veut, avec laquelle il faut travailler, puis il faut y travailler de façon agressive. Je viens du niveau universitaire, donc je vous permets d'être agressif à notre niveau et donc de nous mobiliser de façon active et pas passive. On n'est pas des experts du haut, là. On est des experts comme vous êtes des experts et on travaille ensemble et on fusionne nos connaissances pour pouvoir qui sont différentes, qui ont des spécificités pour pouvoir mieux comprendre et aussi mieux voir les pistes qui sont à suivre. Donc, il y a un pacte, si on veut, des ententes à faire avec les universités et il faut rappeler aux universités et au cégep qu'ils ont une mission sociale et que cette mission demande de mettre leurs ressources au service des communautés pour un développement, une qualité de vie qui respecte l'environnement et la question sociale. À l'interne, il y a un gros travail à faire en termes de recherche et développement. Il y a des expérimentations intéressantes qui ont été faites par le milieu syndical qui se sont donné des capacités de recherche et de formation. Et c'est la même chose dans le milieu communautaire. On doit aussi pouvoir avoir des chercheurs en milieu communautaire. Je pense à Parole d'Exclus avec Isabelle Beck qui en représente une illustration. Il y a donc à aller chercher dans les financements pour le travail que l'on doit faire dans l'urgence et dans l'alternative, du budget pour pouvoir développer des connaissances. Et il faut aussi travailler sur une infrastructure de veille et de transfert des connaissances au niveau de l'action communautaire, un peu comme on l'a avec l'économie sociale et solidaire. Et donc là, c'est une façon de travailler à cette mobilisation importante des connaissances. Alors voilà, je m'arrêterai là-dessus pour vous laisser au moins le temps de pouvoir me poser quelques questions de clarification ou dire si vous n'êtes pas d'accord avec certaines de mes propositions, de mes énoncés. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout, Monsieur Fontaine. Je vois beaucoup de réactions. Je pense que vous avez conquis pas mal de nos participants. On pourrait prendre peut-être une question ou deux, mais on inviterait surtout ceux qui voudraient échanger avec vous. Je ne sais pas si Monsieur Fontaine, vous avez l'occasion de rester un petit peu jusqu'au moins à la pause avec nous. Oui, tout à fait. Je vais pouvoir rester j'ai un autre Zoom à 11h30, donc jusqu'à 11h15 à peu près. Bon, parfait. Alors, on favorisera peut-être les échanges à ce moment-là pendant la pause. Peut-être, Tristan, on avait prévu de mettre une petite musique, mais au pire, on ne la mettra pas, puis on favorisera les échanges pour ceux qui voudraient échanger avec vous. Mais pour le moment, on pourrait prendre une petite question ou deux. Alors, à
à qui aura levé la main le plus rapidement. Rémi, Monsieur Rémi Pelletier, ça ne m'étonne pas. Alors, je vous laisse la parole, Rémi. Très rapide sur la gâchette, Rémi. Je te laisse prendre une minute. Puis, Monsieur Fontan, si vous voulez peut-être répondre en peut-être une minute ou deux pour favoriser les échanges. Merci. Ben, en fait, moi, je trouve d'ailleurs, d'abord, félicitations pour la présentation, là, très inspirant. Là, puis, ça cadre bien le contexte de nos démarches. Là. J'ai peut-être une petite réaction, question là, dans votre préambule. Vous mentionniez là, que le réseau communautaire était un petit joueur. Là, vous nous expliquiez là, que votre explication pour le titre Effet Papillon. Par contre, moi, je trouve qu'un des objectifs de cette démarche-là aujourd'hui, c'est de justement changer notre perception sur notre réseau, sur notre force. Notre ramification citoyenne fait de nous, au contraire, il me semble, un acteur mastodontique. Là, donc, du fait qu'on a un même, on est 5000 organisations, 2 millions 2 milliards au PIB, dont vous nommiez, nombre d'employés. Et au-delà de ça, le membership que chacun de ces 5000 organisations-là peut mobiliser, pour moi, je trouve que c'est une force qui est sous-exploitée et qui est peu considérée. Puis je pense qu'un des objectifs ce matin, ça serait de voir comment exploiter davantage cette force. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison et je ne l'ai pas mentionné, mais ça faisait partie de ce que j'appelais la dérive où on a perdu un petit peu la dimension citoyenne à l'intérieur de l'action communautaire avec le mouvement de professionnalisation. Je pense qu'il est important de pouvoir renouer des liens forts avec les citoyens et citoyennes et de le faire autour d'un projet de société et non pas seulement autour de causes qui sont peut-être présentées en silo et où les personnes adhèrent à ces causes-là, mais simplement sous un angle et ils ne voient pas la vision d'ensemble. Donc oui, il y a une force de frappe qui est intéressante, mais il faut rétablir le lien, le reconstruire pour pouvoir avoir un mouvement qui va se mobiliser aux appels qui vont être lancés. Je me rappelle, j'ai travaillé très longtemps sur les corporations de développement économique communautaire. Bien, quand tout ce mouvement-là a disparu, il n'y a personne qui s'est levé. Les gens et pourtant, il y avait un soutien qui avait été amené au tout début des corporations dans les quartiers, par des citoyens et des citoyennes. Alors donc, ce lien-là, il est un peu considéré comme acquis. Il faut, au contraire, lui donner de l'amour et lui permettre de reprendre vie, de la place à l'intérieur du système. Merci, Monsieur Fontan. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je ne vois pas en tout cas de main levée. Alors, je remercierai Monsieur Fontan vraiment pour sa disponibilité et la pertinence définitivement de sa présentation. Là, ça cadre extrêmement bien nos échanges d'aujourd'hui. Merci Rémi pour ton intervention.